Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui donc fait partie d'un projet collaboratif. On vous renvoie d'ailleurs vers l'introduction générale. En tout cas, pour cette vidéo, nous allons parler du terrorisme. Quand on pense au terrorisme aujourd'hui, il y a quand même deux questions qui nous reviennent souvent à l'esprit. Qu'est-ce qui motive des actes terroristes? Pourquoi y a-t-il des attentats? À partir des événements qui en découlent, on entend souvent parler de traumatisme. Alors nous, ça nous mobilise un petit peu en tant que psychologue, mais rassurez-vous, on n'est pas là pour vous donner nos vérités, plutôt pour vous faire part de nos questionnements et pour vous partager un petit peu des éléments de réponse qu'on a pu grappiller ça et là au fil de notre parcours. Alors on n'est pas là pour juger les uns ou victimiser les autres, et si ça pose question, tant mieux, ça donnera matière à débattre dans les commentaires. Mais attention par contre, on aimerait éviter un écueil, on ne confond pas le terrorisme avec la religion. Parce que bon, des attentats terroristes, il y en a eu plein, que ça soit par les Basques, les Corses, les Irlandais, les anarchistes, etc. Donc on ne peut pas lier forcément la question des attentats avec les conflits religieux. En fait, pour ça, il faudrait plutôt voir avec différentes questions, que ça soit politique, territoriale, économique, etc. Quand on commence à aborder la question du traumatisme en lien avec le terrorisme, on se pose très vite la question du pourquoi. Parce que c'est vrai, ça peut surprendre. Je veux dire, nos ancêtres, pendant leur guerre, les civils, ils étaient pas forcément visés. Enfin, en théorie. Alors pourquoi s'attaquer à des civils, et parfois n'importe lesquels? C'est quoi le sens de ces événements? Et comme tout le monde peut être touché, la question mérite d'être posée. Mais si on veut y répondre à un tantinet, il faut vraiment faire la différence entre ceux qui conçoivent cette stratégie d'ensemble et ceux qui vont l'appliquer sur le terrain. Commençons par parler des commanditaires, de ceux qui conçoivent cette stratégie d'attentat. Pour comprendre leur logique, il faut revoir un peu comment ça fonctionnait dans les guerres avant, où on avait deux armées qui s'opposaient, et c'était des militaires, pas des civils. Mais bon, cette logique, elle peut fonctionner quand on a deux armées relativement égales qui s'affrontent, comme par exemple l'armée française et l'armée allemande en 1940. Mais bon, aujourd'hui, est-ce que la donne est toujours valable? Ah, c'est pas vraiment sûr, parce que quelle armée est capable de s'opposer frontalement à des superpuissances telles que l'OTAN, ou même simplement les États-Unis? Regardez ce qui s'est passé pour l'armée irakienne pendant la seconde guerre du Golfe. C'était soi-disant la 4e armée du monde, et pourtant ils se sont rendus sans combattre. Enfin, presque. Et pourquoi? Parce que les Occidentaux possèdent les satellites, et par le biais de ces engins, ils peuvent pilonner le camp adverse à distance, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et c'est ce qui s'est passé là-bas. Dans ces conditions, certains en viennent à penser que l'unique moyen de combattre ces superpuissances, c'est de s'en prendre à leurs ressortissants, c'est-à-dire aux civils. Comme il n'est pas possible de combattre frontalement, il faut passer par l'arrière. Du moins c'est ce qu'ils pensent. Alors vous nous direz peut-être, oui mais c'est de la violence gratuite, c'est des civils, et d'ailleurs ça n'a aucune valeur stratégique. La question se pose quand même peut-être. En tout cas, et c'est là où on va pouvoir faire le lien entre la question du terrorisme et du traumatisme, les civils ne sont généralement pas prêts à payer le prix d'une guerre, contrairement aux soldats dont c'est le métier. Mais les civils peuvent faire payer au gouvernement le fait d'avoir déclenché sans leur accord un conflit. Prenons un exemple le 11 mars 2004 en Espagne. L'opinion publique ne disait pas grand chose de ces soldats qui partaient faire la guerre en Irak. À part aux infos, ça touchait pas vraiment la population. C'était loin d'eux. Par contre, dès lors qu'un attentat découle de cette guerre, en plein cœur de la capitale, alors là, l'opinion publique peut se retourner contre son gouvernement, qui, du coup, ne l'avait pas consulté pour mener cette guerre. Et ça, c'était le plan des terroristes. Cette stratégie des attentats isolés peut aussi avoir pour but d'attiser un conflit qui existe déjà au sein de la société. Par exemple en appelant à une répression policière qui va en forcer certains à se positionner dans un des deux camps. Et vu sous cet angle, les commanditaires des attentats actuellement espèrent que les musulmans de France vont se sentir suffisamment marginalisés pour qu'ils prennent les armes au nom du djihad. Enfin, le djihad tel qu'il est compris par les commanditaires bien entendu. S'il y a une raison de cibler les civils, elle est là. Mais par contre, concevoir une stratégie d'attentat, c'est une chose. L'appliquer sur le terrain, c'en est une autre. Et pour ces gens que l'on nomme avec le mot fourre-tout de radicalisés, donc ceux qui vont agir sur le terrain, on verra que les motivations sont totalement différentes de celles des commanditaires. Le conflit n'est pas le même. Ça va donc être compliqué de répondre à notre question initiale, pourquoi y a-t-il des attentats, avec un simple point de vue géopolitique. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va vous montrer notre point de vue psy sur ce qui se passe dans la tête de ceux qui commettent les attentats. Dans le cadre de notre projet collaboratif, vous pouvez sinon aller voir la vidéo de la psychothèque à propos du cas de Malcolm X, donc en tant que radicalisé, ou alors la vidéo de Va te faire suivre qui va parler des victimes collatérales. Donc voilà, c'était notre vidéo sur le terrorisme, on espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter. Pour notre part, et pour ceux qui sont intéressés, on vous dit à tout de suite sur la partie 2.